Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette présentation, une présentation assez succincte, ma foi, du nouveau plan stratégique du MEG, un plan très ambitieux, dont nous aurons l'occasion de parler aujourd'hui, mais aussi, j'imagine, dans les semaines et les mois qui viennent, et un plan qui nous occupera la mise en œuvre dans les 5 années suivantes. Alors, tout d'abord, je vais donner la parole à M. Samy Canaan, magistrat en charge du département de la culture et du sport, qui va introduire la séance. Merci, bienvenue au MEG. Aux représentants des médias, je salue en particulier les élèves de l'école de journalisme. Je trouve tout à fait remarquable d'avoir des vocations journalistiques. On sait que ce n'est pas évident, donc c'est d'autant plus. On vous souhaite vraiment de pouvoir exercer votre métier, on a besoin de vous. Et donc j'espère que cette expérience-là contribuera à un regard critique, évidemment, mais curieux. Et c'est ça qui compte. Alors, l'annonce que nous faisons aujourd'hui de ce plan stratégique, c'est un moment assez fondamental dans les années de politique culturelle que nous vivons, qui correspond à une volonté, j'y reviendrai, que j'ai déjà imprimée il y a plusieurs années concernant la politique muséale. Un cliché qu'on entend beaucoup de nos jours, c'est que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement permanent. Bon, c'est un peu un cliché creux, parce qu'à un moment donné, on doit aussi se poser la question du sens qu'on donne au changement. Parce que le fait que plein de choses changent, oui, c'est une lapalissade. Mais on essaye, en tant qu'être humain, collectivement et individuellement, de retrouver un sens ou de le construire à tout ce qui peut évoluer, soit parce qu'on choisit de faire évoluer quelque chose, soit parce qu'à un moment donné, le contexte nous y incite. Et le plan stratégique du MEG que nous présentons aujourd'hui s'inscrit complètement dans cette dynamique. J'en ai d'ores et déjà exprimé mes vifs remerciements, ma reconnaissance à Boris Vassieux, à toute son équipe, qui ont travaillé très intensément à cet exercice, qui est vraiment un exercice collectif de plusieurs mois, voire plusieurs années. Enfin, Boris Vassieux en parlera tout à l'heure. C'est pas moi qui vous présentera ce plan. Ce que j'aimerais dire, c'est que le MEG est ici depuis 5 ans. 5 ans dans l'histoire de musée, c'est presque rien. Enfin, c'est peu. En même temps, beaucoup de choses sont passées depuis. Vous savez que le MEG est un des musées les plus populaires à Genève. Il a des scores remarquables en termes de nombre de visiteuses et de visiteurs. On sait aussi que ce qui compte, ce n'est pas seulement le nombre, la quantité, mais aussi la qualité de la relation qu'on peut développer avec nos publics. Et c'est un fait qu'il y a vraiment un amour pour le MEG sous toutes ses facettes. Parce que le MEG a confirmé quelque chose qui est absolument fondamental pour les musées en général. C'est qu'on peut rentrer dans un musée, évidemment, pour voir les collections permanentes, voir les expositions temporaires, mais qu'il y a plein d'autres raisons qui font qu'on a envie de rentrer dans un musée. La bibliothèque, les collections d'instruments de musique, et ainsi de suite. Et notamment, ça se vérifie dans nos autres musées municipaux, ce qui vraiment convainc les gens de devenir des visiteurs et visiteuses, si possible même réguliers, c'est d'être impliqués dans la vie du musée. Alors bien sûr, on peut avoir envie de voir une exposition simplement comme citoyen, et puis de le voir seul ou à plusieurs, mais les activités qui impliquent les gens marchent extrêmement bien. C'est aussi le cas au musée d'art et d'histoire et dans de autres institutions muséales. 5 ans au MEG, vous vous rappelez, je pense ceux et celles d'entre vous qui ont vécu l'inauguration en 2014, une foule très très nombreuse là-dehors, il y avait une bise glaciale, ce qui fait que les gens n'en pouvaient plus des discours et ne voulaient qu'une chose, c'est rentrer dans le musée, enfin le découvrir. Ça a été envahi et on s'en réjouit évidemment. Les gens râlaient dehors parce que les discours étaient trop longs, puis je dis toujours, quand les jeunes râlent, c'est parce qu'ils sont très attachés à l'institution concernée. Donc là, on peut dire que l'attachement était très très fort. Mais depuis, l'amour pour le MEG ne s'est pas démenti, comme je dis, dans toutes ses facettes. Plus largement, le MEG fait partie des institutions muséales, des musées de la ville de Genève. Je rappelle qu'il y a aussi le musée d'art et d'histoire, bien sûr, le musée d'histoire naturelle, le muséum, le conservatoire jardin botanique et l'Ariana. 5 institutions dans toute leur diversité, dans toute leur richesse. L'exercice que fait le MEG aujourd'hui, par analogie, évidemment en tenant compte des spécificités, est applicable aux autres musées de la même manière. Lorsque je suis arrivé en 2011, j'ai demandé aux musées, pour ceux et celles qui n'avaient pas encore, enfin les musées qui n'avaient pas encore, c'est d'élaborer un plan stratégique. Certains en avaient, le MEG en avait un pour la transition et la réouverture, mais de réfléchir vraiment à long terme, parce qu'évidemment on est tous pris dans la vie quotidienne, par les urgences, par l'activité au quotidien, mais il est absolument vital de réfléchir à long terme. Et c'est d'autant plus méritoire de ne pas attendre la fin du plan précédent, celui qui se termine maintenant, pour envisager l'avenir. Nous avions fait les états généraux des musées en 2012 et en 2013, qui avaient abouti sur 2 éléments qui sont complémentaires. Premièrement, j'aimerais insister là-dessus, une très belle dynamique de la place muséale genevoise en général. Parce qu'il y a bien sûr les musées municipaux de la ville de Genève, il y a plein d'autres institutions. La ville de Genève soutient aussi le MAMCO, et la ville de Genève est partenaire, sans les financer forcément, de plein d'autres institutions. On pense bien sûr au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fondation Bonne-Mère, le Musée de la Réforme, et plein d'autres institutions qui comptent sur la place genevoise,
qui ont créé la conférence des musées, qui fonctionne toujours. C'est grâce à cette conférence des musées que nous avons par exemple la nuit des musées, qui marche très bien, que nous avons le Pass Musée, qui a une promotion conjointe au niveau suisse, et ainsi de suite. Évidemment, c'est un choix, parce que les musées partenaires ne sont pas obligés de collaborer, mais ils le font volontiers. Et au niveau plus spécifique de la ville de Genève, on a élaboré ensemble avec des institutions le plan directeur des musées de la ville de Genève, auquel on a aussi associé d'ailleurs la 6e, qui est la bibliothèque de Genève, puisque en effet c'est aussi une forme de musée, une vocation patrimoniale. Et puis effectivement, ce plan directeur, il arrive aussi bientôt au bout. On est en train de commencer à préparer le bilan de ce plan directeur. Et dans ce plan directeur, on aborde des thématiques évidemment essentielles, que sont par exemple les relations avec les publics existants ou à conquérir, à séduire, le rayonnement international, la gestion des collections, l'insertion dans le débat de société, et ainsi de suite. Alors ce plan est un... Et puis ça s'inscrit évidemment aussi plus largement dans les objectifs du département. Je dis toujours que j'ai la chance de diriger un département comme celui de la culture et du sport, parce que ce sont des politiques publiques qui ne fonctionnent pas sur l'obligation, mais sur le choix, puisque les gens ont le choix d'aller dans un musée ou d'aller à la piscine. Avec d'énormément de partenariats, on ne serait rien sans l'ensemble bien sûr de nos propres personnels municipaux, mais au sens plus large aussi des partenaires qui entourent nos musées, mais aussi les arts vivants et bien sûr aussi le service des sports dans son domaine à lui. Et ces partenariats sont absolument vitaux parce qu'il faut les renouveler, il faut les étendre, il faut les faire évoluer. Et donc cette réflexion s'insère aussi dans un contexte beaucoup plus large, notamment par rapport à une Genève, je dis toujours, je la qualifie de mosaïque parce que comme beaucoup d'autres Genevoises et Genevois, moi je suis pas né à Genève, je ne suis pas Genevois d'origine, on arrive dans cette ville, au début pour des raisons je dirais provisoires, on finit par y rester, ça fait 30 ans que j'y suis. Et puis on se rend compte de cette mosaïque extrêmement riche et diversifiée, dont on est fier quelque part à juste titre, cette diversité culturelle. Il y a toujours le risque de croire que ça marche tout seul, que ma foi c'est un acquis, qu'il n'y a aucun risque. Donc je dirais que même si la politique culturelle ne peut évidemment, ou la politique sportive d'ailleurs, pas résoudre tous les problèmes existentiels, notamment si on parle d'emploi, de logement et ainsi de suite, mais c'est clair que les institutions culturelles, au-delà de leur légitimité intrinsèque, leur intérêt propre, ont un rôle à jouer dans ce débat sur l'identité genevoise, sur sa diversité, sur son fonctionnement, sur son évolution. Je rappelle d'ailleurs un chiffre qui moi me fascine en tant qu'élu municipal. La population de la ville de Genève, qui est 200 000 habitantes et habitants, se renouvelle à plus de 10% chaque année. Chaque année, nous avons entre 20 000 arrivées et départs. Il n'y a pas que des arrivées, bien sûr. Hein. Mais ça veut dire quand même 10% de la population qui se renouvelle chaque année. C'est énorme. Donc c'est des gens qu'il faut pouvoir accueillir, qui doivent trouver leur place dans la cité. Bien sûr, leur première priorité est souvent de type existentiel. Mais ensuite, l'offre culturelle et l'offre sportive ont évidemment un rôle fondamental à jouer pour le vivre ensemble et la qualité de vie. Alors plus spécifiquement sur ce plan, avant de passer la parole à Boris Vastio, ce plan est à la fois un outil d'action et de réflexion, il vous le présentera. C'est spécialement, je dirais, intéressant à découvrir. Moi-même, quand j'ai découvert les avant-projets et les versions évolutives, je me dis, dis donc, ça va loin. C'est une vraie discussion sur la vocation même de ce qu'on appelle aujourd'hui un musée d'ethnographie, qui nous ramène finalement à l'histoire des collections de ce pays en général et de Genève en particulier. On est très très fiers et heureux de nos ancêtres qui ont constitué ces collections, parce qu'elles sont exceptionnelles par rapport à la taille de Genève, c'est aussi valable pour les autres musées de Genève. Mais ça jette aussi un regard sur la manière dont elles étaient constituées, avec quelle approche, quels présupposés de l'époque. Il ne s'agit pas d'un jugement moral, il s'agit de constats, de discussions, de questions. Moi, quand j'étais petit, on me disait « Ah, c'est génial, la Suisse, contrairement aux autres pays d'Europe, n'a pas de passé colonial. » Alors oui, nous n'avons pas occupé militairement d'autres pays. En revanche, il y a d'autres formes de colonialisme. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on peut citer plein d'exemples. Moi, à titre personnel, ma première expérience politique militante dans la rue, c'est qu'on manifestait contre l'apartheid, par exemple. Et c'est bien la finance suisse de l'époque qui a permis au régime apartheid de contourner les sanctions internationales. Donc, il y a toute forme de colonialisme ou de rapport de force. De nouveau, je ne rentre même pas dans le jugement de morale, mais simplement dans le fait que ça vaut la peine de les questionner. Plus localement aussi, la manière, comme j'ai dit, on interagit avec le public genevois, ceux et celles qui viennent, mais aussi ceux et celles qui ne viennent pas. La manière dont on peut aussi convaincre d'autres personnes de participer, pas seulement de venir passivement, mais de participer à la vie du musée. Il y a aussi un enjeu aujourd'hui d'un bon équilibre en matière numérique. Le numérique est partout, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre au premier degré, qu'il y a des risques, des opportunités. Forcément, on peut dire oui, bien sûr, il y a des choses qui paraissent évidentes, des procédures en ligne, des tablettes pour appuyer une visite, et ainsi de suite. Mais le numérique, c'est bien d'autres choses aussi en termes de risques et d'opportunités.
Et puis bien sûr, et ça concerne le département au sens large, ça tombe d'ailleurs très bien que le plan stratégique du MEC soit présenté aujourd'hui, parce d'ici quelques semaines, je présenterai plus largement, en quelque sorte, un plan climat du département de la culture et du sport, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il serait totalement inacceptable de proposer un plan stratégique sans se poser la question de notre propre fonctionnement, déjà en tant que collectivité publique, en termes de développement durable et de protection de l'environnement, de réaction aussi à cette empreinte carbone qu'il faut absolument diminuer. Et puis notre contribution en tant qu'institution culturelle et aussi sportive, le jour venu, à la discussion plus large et au débat public à ce sujet. On a bien sûr le muséum et le jardin botanique dans leur domaine donc de sciences naturelles qui préparent une contribution, mais toutes les institutions peuvent y contribuer. Et donc c'est évidemment tout à fait salutaire de se poser ces questions. Mais on y reviendra dans quelques semaines plus largement pour le département. Mais je réitère mes remerciements à Boris Lacher et son équipe pour ce long travail et je lui passe la parole. Merci beaucoup. Merci, M. Canaran. Alors, comme M. Canaran l'a justement dit, dire que le changement, c'est la seule chose qui est permanente, c'est vrai que c'est un peu creux. Et le fait est qu'aujourd'hui, on partage tous et toutes de nombreux constats qui concernent nos sociétés, la politique, le monde, le réchauffement climatique. Et la question n'est plus tellement de travailler sur le constat, mais sur l'attitude, sur l'approche et sur l'engagement de chacun, de chacune, mais aussi des institutions. Alors aujourd'hui, qui sommes-nous au musée d'ethnographie? Vous savez que le musée d'ethnographie en soi est quelque part une espèce en voie de disparition. Pour rappel, il y a 24 ans maintenant, la ville de Bâle rebaptisait son musée d'ethnographie Volker Kuhn en musée des cultures, Wunderkulturen. Et avec un changement d'approche, un vrai changement d'éthique dans son approche qui se voulait un départ radical du mode de représentation des autres sociétés qui avait prévalu depuis la fin du XIXe siècle, parce que l'ethnographie est une science coloniale de courte vie. Et vous ne trouvez aujourd'hui plus guère d'ethnographes ou de gens qui se présentent comme tels. En tout cas, je n'en ai pas à mon service ici au musée, et je n'en connais pas ailleurs. Un peu partout dans le monde, en France, mais aussi en Scandinavie et ailleurs, les musées ont été rebaptisés en même temps qu'ils ont adopté de nouveaux programmes. Alors que sommes-nous au musée des cultures, des diversités, des civilisations, des migrations? On est en fait un peu tout. Tout est vrai, parce que le musée accompagne l'évolution de la société. Alors pourquoi un plan stratégique? Pour d'abord mieux connaître nos publics, les publics existants et à venir que nous servons au quotidien, pour interroger nos façons de travailler, présentes et futures, parce qu'on ne peut pas changer le discours, notre relation au public proche et distante sans revoir notre manière de réfléchir et de travailler, changer nos façons d'informer et de communiquer avec plus d'engagement, être moins un émetteur de savoir qui transmet sans cesse de l'information, mais réfléchir à la réception de cette information, réfléchir à la pertinence de ce que nous apportons comme information, et aussi co-construire avec nos publics certains savoirs. Alors ce plan stratégique, il a pour but d'éclairer le rôle du MEG pour les 5 années à venir. Donc ce dont je parle, ce sont des objectifs stratégiques qui viennent cadrer, orienter, si vous voulez, toutes nos actions pendant les 5 années à venir. Il ne prétérite en rien les missions fondamentales du musée d'acquisition, de conservation, d'études, etc. Mais une vision et une mission bien définies pour les années qui viennent. Nos engagements: décoloniser le musée. Il ne vous a pas échappé non plus que ce terme de décolonisation est rapidement, dans le monde francophone en tout cas, parce qu'il était plus répandu dans le monde anglophone depuis un certain temps, est devenu très... l'usage de ce terme est devenu très fréquent, et notamment depuis un peu plus d'1 an, à la suite de la publication du rapport Sarr-Savoie en France sur la restitution du patrimoine africain. Répondre à l'évolution des publics, étendre la transition numérique, transformer notre manière de travailler, inspirer la création. En somme, de grands axes stratégiques que nous allons développer maintenant. Décoloniser le musée, c'est quoi? C'est un mouvement de la brutalité à l'équité. Parce que le contexte, Samy Canaran l'a rappelé, est que l'histoire de l'ethnographie, la constitution des collections et les pratiques muséales ont été associées à l'oppression et à la dépossession des populations.
Et cette histoire, ce vécu, cette origine, elle est profondément marquée non seulement dans les collections, mais dans la manière aussi marquée dans ce que nous en savons et dans la manière dont jusque-là nous les avons présentées et à nos différents publics. Décoloniser le musée, c'est aussi un passage de la mainmise au partage qui doit avoir un réel impact. Un impact sur la représentation, le langage, les relations avec les peuples et nos pratiques muséales qui sont toutes concernées. C'est un mouvement de la conservation à la conversation. Le musée ne doit pas être juste un mausolée puis un lieu de contemplation, mais un lieu de dialogue et de conversation autour de notamment ces phénomènes historiques qui ont amené à la constitution des collections. C'est intervenir activement sur la question du pouvoir dans les manières de collectionner, de classer, de représenter, d'interpréter, de collaborer et de communiquer. C'est anticiper les controverses liées aux collections, aux demandes de restitution. J'anticipe déjà les questions. Y a-t-il demande de restitution? Non. Y en a-t-il déjà eu? Non, il n'y en a pas eu. Pourtant, le musée a déjà restitué notamment une pièce, il y a bien longtemps, presque 30 ans. Et aujourd'hui, on sait que c'est un débat qui touche pratiquement tous les pays occidentaux qui ont des collections de ce type. Interroger la provenance et les conditions d'acquisition des collections pour pouvoir prendre position, pour pouvoir répondre aux questionnements autour des collections qui pourraient éventuellement mener à des demandes de restitution, il faut mieux connaître cette provenance. Pas juste savoir la provenance culturelle, la période et le lieu d'acquisition d'un objet, mais comment il a été récolté, pourquoi il a été récolté, comment il a été utilisé, et avec une approche scientifique et dépassionnée, si vous voulez, essayer de comprendre pourquoi il y avait des collecteurs, parfois aussi des collecteuses, ce qu'elles collectionnaient, pourquoi et dans quelles conditions. Décoloniser les musées, c'est aussi un mouvement de l'autorité et la pluralité. Et ce que nous souhaitons, c'est susciter parmi le public le respect envers les populations à travers l'évocation des exclusions, des dépossessions et des violences qui transparaissent très peu dans la manière dont on présente les objets. C'est relayer l'aspiration à l'autodétermination des personnes et des cultures, aussi relayer l'aspiration à l'autoreprésentation des cultures. Aujourd'hui, il n'est plus guère difficile d'être en contact avec les porteurs de culture qui se reconnaissent dans nos objets. Aujourd'hui, on peut être en dialogue et on souhaite être en dialogue sur la manière dont on présente leur culture, leur histoire et leur collection. C'est intégrer des communautés sources dans le processus scientifique et muséal. Par exemple, on va s'engager à ce que 50% de l'information qui est produite soit produite par des gens, par des porteurs de culture qui marquent un intérêt pour les collections pour diverses raisons. Décoloniser le musée, c'est un mouvement de l'observation à l'inclusion. Et puis là, juste pour observer et faire une présentation prétendument objective d'autres cultures, d'autres événements du passé, mais d'inclure des parties prenantes qui se reconnaissent dans ces objets, dans ces collections, dans ces histoires, à partager notre travail. Et dans ce sens, valoriser les échanges équitables, ne plus avoir ce monopole de la présentation, mais être dans un échange avec les porteurs de culture. Partager le pouvoir dans la conception des expositions, c'est aussi essayer d'amener à une réflexion conjointe sur les décisions les plus en amont, sur les choix des thématiques, les choix de ce que nous allons présenter ou ce que nous n'allons pas présenter également. Éclairer les complicités institutionnelles et économiques pour nourrir les demandes légitimes des populations autrefois colonisées. C'est-à-dire qu'à travers le travail historique, on va aussi vous montrer très clairement comment certaines collections ont été constituées et quels étaient les rapports de force, souvent très inéquitables, qui étaient en jeu à ce moment-là. C'est un mouvement de la différence à la réciprocité. On veut donc créer une discussion à plusieurs voix, une véritable polyphonie autour des collections. Célébrer également le cosmopolitisme de Genève. Il se trouve qu'à Genève, je ne vous l'apprends pas, il y a une très grande diversité linguistique et culturelle qui se retrouve dans notre public, qui se retrouve aussi dans notre personnel et qu'il faut également valoriser. Et pour finalement œuvrer à effacer cette frontière entre un prétendu nous et les autres, qui était traditionnellement, à la genèse de l'ethnographie, les Européens et le reste du monde. Nous, les Européens, présentions à travers leur culture matérielle les autres sociétés. Il y avait cette frontière qui était là et qui aujourd'hui
a pour conséquence qu'un certain nombre certaines catégories de la population se sentent aliénées par le musée ou ses présentations parce qu'ils ne se sentent pas bien représentés et ne se sentent pas partie prenante dans la manière dont on parle de culture ou d'histoire à laquelle ils se rapportent ou dont ils se sentent les héritiers légitimes. Répondre à l'évolution des publics, de l'information à l'échange. Il faut connaître les intérêts et les motivations des publics. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. On est très content d'avoir beaucoup de monde, M. Canard l'a dit, mais on connaît très peu la motivation des gens. Pourquoi est-ce qu'ils viennent au MEG, finalement? Alors, on sait aussi qu'on a un taux de conversion qui est énorme, à près de 50%, donc les gens qui viennent pour la première fois reviennent. On est très content, mais on ne sait toujours pas pourquoi ils reviennent. Mais il y a aussi des gens qui ne reviennent pas. On ne sait pas non plus pourquoi ils ne reviennent pas. Donc, il faut s'intéresser davantage et plus finement à la motivation des publics, essayer de savoir ce qui les intéresse. Montrer aux personnes qu'elles font partie de l'action du MEG et que nous ne travaillons pas pour nous, le personnel du MEG ne travaille pas pour lui-même, mais travaille à une mission de service public et au service des publics dans leur diversité. Mais aussi de servir de ressources pour ce qu'on appelle les communautés sources. Ce sont donc les porteurs de culture, les gens de par le monde, comme les Maoris par exemple de Nouvelle-Zélande ou les aborigènes d'Australie, qui sont activement à la recherche d'objets dans les collections du monde, qui les concernent, des objets qui ont toujours du sens pour eux, qui parfois sont toujours sacrés pour eux, et qui souhaitent intervenir dans la manière dont ces objets sont gérés, mais qui souhaitent aussi pouvoir accès à des objets, à des images, à des connaissances, à des archives, qu'ils ne possèdent pas sur leur territoire, là où ils vivent, et pour lesquels donc, les musées comme celui-ci peuvent servir de ressources vraiment très appréciables. Répondre à l'évolution des publics, c'est aussi penser de l'unité à la diversité, et puis penser à ces blocs culturels, mais à l'interculturalité, à tout ce qui rassemble les cultures, tout ce qui lie, tout ce qui relie les cultures plutôt que ce qui les sépare, notamment dans l'identification des publics, et encore une fois, leur motivation. Donc pourquoi est-ce que les gens viennent au musée? Alors, là, c'est une typologie qu'on a reprise dans notre plan, on pourra en adopter une autre. Pourquoi les gens viennent-ils? Il y a des gens qui viennent parce qu'ils cherchent l'inspiration, la création. D'autres viennent au musée parce que, on les appelle les experts, ils cherchent à développer des connaissances, ils cherchent du savoir. C'est typiquement les gens qui vont lire tous les textes, ils vont dire oh, il y a une faute là, c'est pas le bon siècle, c'est pas la bonne année, etc. On a des gens qui sont les initiés, qui viennent parce qu'ils ont un lien personnel, parfois affectif, à certains objets de la collection. Une certaine nostalgie, où ils viennent parce qu'ils ont un lien qui est très individuel avec des éléments culturels. Ça peut être aussi les voyageurs, les voyageuses qui cherchent à explorer, à comprendre, qui sont un peu des dilettantes, qui vont ci et là et qui cherchent à s'émerveiller, qui ont du plaisir à découvrir les cultures du monde. Les régénérateurs, des gens qui viennent pour méditer, qui viennent avec des questionnements et qui profitent de ce musée qui est quelque part une hétérotopie, c'est un gros mot, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un endroit un peu en suspens, on peut sortir du monde, se couper et donner libre cours à sa réflexion entourée d'objets. Ou encore les socialisateurs, les socialisatrices, qui sont des gens pour qui l'expérience du musée est une expérience sociale. On vient avec ses enfants, on vient leur enseigner, on vient avec les amis, on vient avec les parents, on vient avec les voisins. Et l'expérience muséale a une dimension sociale. Alors effectivement, on va essayer de comprendre, faire du terrain, comme on dit dans le jargon d'anthropologie, c'est comprendre ces gens, les identifier et savoir comment mieux les servir, comment mieux proposer des activités qui leur soient dédiées. C'est aussi l'évolution des publics, passer de l'action à l'interaction, notamment parler plus de langues. Genève, tout le monde le sait, cosmopolite, on parle plein de langues à Genève. Et même dans le personnel, on maîtrise beaucoup de langues. Mais toute notre offre est encore très monolingue. Alors comment est-ce qu'on peut aussi attirer davantage de public ou être plus sensible à certaines attentes en étant plus multilingue dans nos activités? Pour multiplier les conversations, aussi précéder les tendances. Autre chapitre, la transition numérique. Un chapitre sur le numérique, mais force est de constater que les musées ont, de manière générale, souvent eu un peu de mal à suivre l'évolution numérique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des attentes qui sont de plus en plus élevées de la part des publics.
Alors, il faut que notre engagement dans le domaine du numérique évolue de l'uniforme au sur-mesure, pas simplement se dire on digitalise les collections, hop, on les met en ligne, voilà ce qu'on vous propose, ou on va numériser nos catalogues, voilà, on vous les propose, mais de faire du sur-mesure. Encore une fois, s'intéresser aux motivations des gens, aux intérêts, essayer de savoir en fait ce qu'ils cherchent et avoir une action qui est spécifique, mesurée, pour tirer avantage des nouvelles technologies en fonction des intérêts des différents publics. Comprendre les appétences des nouvelles générations, et aussi la forme, le style, le type de produit. On s'aperçoit que les gens, par exemple, aiment beaucoup les jeux, interagir, réfléchir aux collections avec des jeux, avec des quiz, etc., puisque le numérique peut offrir, par exemple. Mais c'est aussi pour nous l'occasion, avec cette transition numérique, de recueillir davantage de feedback et d'interagir, de personnaliser, en somme, la relation au MEG, aussi grâce aux réseaux sociaux. Étant de la transition numérique, c'est aussi aller de la généralité à la spécificité, interpréter les données online et offline. On a depuis 5 ans, en gros depuis l'ouverture du musée, de plus en plus de données concernant les visiteurs et les visiteuses. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? On fait des enquêtes de satisfaction, on a des données de billetterie. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment est-ce qu'on peut les comprendre, les interpréter pour améliorer notre offre au public ? Il faut pouvoir évaluer les résultats. Il faut aussi pouvoir partager les connaissances en créant des outils pertinents. Autre pilier de cet axe stratégique, transformer notre manière de travailler. Alors il y a quelque chose de fondamental. Si vous voulez, un musée comme celui-ci, une organisation relativement classique, pyramidale, avec une direction, avec plusieurs départements comme les expositions, la médiation, les publics, l'administration, etc. Et aujourd'hui, l'idée est de réorganiser le travail de manière plus transversale en constituant des équipes qui vont s'engager dans des projets stratégiques, des équipes qui sont plus multidisciplinaires et qui rassemblent donc des gens qui sont de départements tout à fait différents. Ça s'appelle travailler en mode projet. L'idée est d'abaisser les frontières, de supprimer les barrières et de construire des passerelles entre différentes compétences, différents secteurs d'activité dans le musée, pour favoriser la créativité et l'initiative, ouvrir la porte aussi à la participation aux co-créations, diversifier les compétences individuelles, parce que souvent des collaborateurs et collaboratrices ont des compétences qui sont très bien exercées dans leur domaine, mais qui souhaiteraient aussi apporter leur enthousiasme, leur réflexion, leur énergie à d'autres projets qui se trouvent dans d'autres secteurs. Et ce fonctionnement en mode projet est celui qui permet une telle collaboration. Passer de l'opération à la coopération, également en dehors du musée, engager plus de partenariats internationaux. Alors, si le MEG a une belle réputation internationale, on a reçu le prix européen du musée de l'année en 2017, de nombreux collaborateurs et collaboratrices présentent des conférences au niveau international, on prête des objets à des musées tout à fait prestigieux, mais on n'a pas encore aujourd'hui de véritables projets de collaboration, de coproduction avec des institutions au niveau international. Et c'est quelque chose que nous appelons de nos voeux pour pouvoir partager les expériences, éventuellement réduire des coûts dans les coproductions et bénéficier de ces expériences nouvelles. Croiser nos expertises avec celles d'autres institutions, également en dehors du champ des musées. Et finalement, dernier axe stratégique, inspirer la création. Que le MEG soit vraiment un lieu d'inspiration pour les créateurs et créatrices, les artistes, les artisans, notamment. Alors on sait que le musée est un lieu d'inspiration. Le terme lui-même, son étymologie, la maison des muses, on sait que c'est un lieu qui mène à appel à l'inspiration. Et on a bien des exemples et on a bien des expériences. Depuis 5 ans, on présente le résultat du travail d'étudiants de la HED. Des autres étudiants de la HED ont réalisé les costumes du personnel de l'accueil. Des artistes ont été inspirés par le musée et ont fait des photographies. On a des mandats d'artistes. Mais on ne connaît pas sur l'ensemble du public, en fait, quelles sont les personnes qui viennent au musée pour y rechercher une source d'inspiration. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Que cherchent-ils? Et comment est-ce qu'on peut adapter notre offre? Comment est-ce qu'on peut leur offrir quelque chose de spécifique? Aussi, dans un mouvement qui va de la discipline à l'indiscipline, pendant 5 ans, on a cherché à avoir une programmation événementielle qui couvre
la majeure partie des champs de la création actuelle, dans la danse, la photographie, le film, la performance notamment. On a beaucoup collaboré avec des tas de festivals, tant du film qu'interdisciplinaires et autres. Mais qu'est-ce qu'on peut, nous, au MEG, apporter comme impulsion pour que le MEG devienne un lieu de création à proprement parler et ne soit à proprement parler. Croiser les disciplines, métisser les genres, collaborer avec des artistes et des festivals, comme on le fait déjà. Pour aller à l'essentiel, une nouvelle vision, c'est d'explorer les échanges équitables et l'interculturalité et adopter une perspective translocale. Alors ce terme est aussi, c'est un peu comme décolonisation, un terme dont l'usage n'est pas encore tout à fait du domaine du commun, mais qu'est-ce qu'un aspect translocal ? C'est chercher à avoir une diversité de perspectives qui soit davantage le reflet de perspectives qu'on trouve ailleurs dans le monde. Mais également, le terme translocal, qui vient de l'économie sociale et solidaire, implique que ces autres perspectives, qu'on appelle à partager ici au MEG, soient des perspectives qui sont aussi quelque part non alignées au centre traditionnel de la connaissance et du pouvoir, les musées, les institutions, les universités, les organes internationaux, les grands médias globaux, etc. D'avoir des regards alternatifs et de les amener au musée pour favoriser un dialogue global des populations dans le monde. Une mission, questionner les idées reçues et les pratiques et les représentations culturelles. Ça, c'est pas du tout neuf. Si vous allez dans les archives du MEG, c'est toujours quelque chose qui était au fondement de l'activité du musée. La différence, c'est qu'aujourd'hui, et je reviens au mot d'introduction à ce que disait M. Canahan, les constats sont là. On a fait beaucoup d'histoire, on s'interroge beaucoup sur le présent, mais qu'en est-il de l'avenir ? Est-ce qu'on peut, au musée, vraiment proposer une réflexion, proposer des débats, proposer un dialogue qui permette à nos visiteurs de se projeter dans l'avenir, de réfléchir à leur devenir et au devenir de la société dans laquelle nous vivons. Et de ce fait, ou en même temps, faciliter la décolonisation, contribuer à un monde meilleur en participant à la décolonisation. Alors, ceci est une présentation abrégée, dans un langage un peu simplifié, de notre plan stratégique qui va vous être communiqué dans la journée, qui est un document assez consistant, dans lequel vous trouverez le détail de la présentation du contexte de notre réflexion, des grandes thématiques qui ont été abordées dans la réflexion, la méthodologie qui a été mise en œuvre pour la préparation du plan stratégique, qui était une approche très collaborative avec l'ensemble du personnel qui a été appelé à participer à des workshops, à des présentations plein air. Il y a eu une série de séminaires. On a travaillé avec une consultante externe, Mary Blankenberg, pour nous aider à organiser ce travail. On a aussi travaillé avec de nombreuses parties prenantes, des partenaires en ville de Genève et ailleurs avec lesquels nous avions l'habitude de travailler, et une demi-douzaine d'experts aussi qu'on a invités de plus loin pour tester, si vous voulez, nos projets. Alors, dans ce plan stratégique, vous retrouvez les 5 axes de développement: la décolonisation du musée, faire du musée une plateforme de collaboration locale et internationale, intégrer les publics aliénés et diversifier les publics, faire du MEG un lieu de création, et finalement devenir un musée de référence dans le domaine du développement durable. Dans ce document, vous avez un développement de chacun de ces chapitres qui sont assortis d'objectifs stratégiques, d'objectifs SMART, vous savez aujourd'hui tout ce que c'est, des objectifs tout à fait concrets, circonscrits dans le temps, et même des KPI, Key Performance Indicators, qui sont des données en fait que l'on va collecter et qui vont nous servir d'indicateur pour savoir si nous avons ou pas atteint nos objectifs. Alors on s'est fixé beaucoup d'objectifs. Les objectifs sont parfois très hauts. C'est l'ensemble du personnel qui a participé de l'établissement de ces objectifs, et il est certain qu'au cours des 5 années qui viennent, beaucoup d'objectifs vont être atteints, certains seront dépassés, mais d'autres aussi, on va rester en deçà. Et finalement, ce que le plan ne vous présente pas, mais que vous allez voir dans les mois et les années qui viennent, c'est la mise en œuvre. Donc c'est l'ensemble des projets qui viennent concrétiser ce plan stratégique.
Il est en somme, dans l'ordre, si vous voulez, de réalisation, d'abord l'établissement de nouvelles politiques, dont des documents, par exemple la politique d'acquisition qui doit être revue, la politique de programmation, la politique des expositions, peut-être des chartes également, chartes d'engagement écologique pour les expositions. Ensuite, des projets de formation. Donc on va prioriser les formations en fonction de ces axes stratégiques. Des projets d'aménagement aussi. Après 5 ans d'expérience, on connaît très bien le fonctionnement du musée, ses avantages, ses difficultés. On veut par exemple renforcer l'utilisation et la fréquentation de la bibliothèque, donc on va réfléchir à comment on peut réaménager en termes de mobilier et d'outils d'interactivité, par exemple la bibliothèque, mais aussi le rez-de-chaussée, mais aussi le -1, pour en faire un espace davantage dédié à la musique. Et puis ensuite, des projets très divers, on en a près d'une soixantaine de lignes de projets, qui concernent la recherche, la médiation et les expositions. Alors les expositions, le grand enjeu pour mettre en œuvre ce plan stratégique, c'est pour nous de quitter résolument pendant 5 ans l'approche assez monographique que nous avions jusque-là, le japonisme bouddhique, la religion d'Afrique, ou la royauté mochika, pour avoir des expositions qui sont exclusivement consacrées à des grandes thématiques d'importance globale. Donc on cherche la pertinence, on va aborder des thématiques comme la question du climat ou de l'écologie globale, qui sont des thématiques qui ne sont pas liées à des cultures particulières, mais des thématiques qui affectent à n'importe qui sur la planète. Et donc qui potentiellement vont nous permettre de toucher des publics, non pas parce qu'ils ont un intérêt particulier pour ce qui est asiatique, ou l'Orient, ou l'histoire, ou l'archéologie, mais des thématiques qui touchent tout le monde. Dans une approche transversale, c'est-à-dire qu'on va l'aborder à travers différentes disciplines, en collaborant, comme on le fait déjà, avec des artistes, des intellectuels, avec toutes sortes de personnes, dans une perspective globale, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ces phénomènes de points de vue différents dans le monde, dans une perspective translocale, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cherchant des partenaires qui vont nous apporter des points de vue qui sont peut-être très différents de ceux que nous connaissons déjà, et qui sont véhiculés par les grands médias de masse notamment, et aussi nous engager dans le co-commissariat des expositions, dans un but de décolonisation, de vraiment aller rechercher des personnes qui sont peut-être parfois en dehors du champ muséal, à partager l'autorité et la conception même de ces expositions. Ensuite, certains poseront la question, oui, les collections dans tout ça, les objets, c'est plus important. Non, pas du tout. La plupart des projets, les plus gros projets qui rassemblent le plus grand nombre de personnes sont des projets de recherche qui portent spécifiquement sur les collections, sur la provenance des collections et sur leur utilisation future. Alors, il y a des projets de tailles différentes. On va s'intéresser, par exemple, à un projet a pour ambition spécifique de développer des liens entre des communautés de sources de ces collections avec le musée. Donc ça veut dire qu'on a par exemple des collections aborigènes, on a des collections de l'Alaska, qui ne sont pas nécessairement des collections problématiques. On ne parle pas de demande de restitution, on ne parle pas de vol ou de pillage. Mais il y a des gens dans le monde qui s'intéressent à ces collections, qui voudraient bénéficier d'un accès. Eh bien, on va favoriser ça. Un autre projet est dédié plus spécifiquement à l'étude des modes de récolte. Alors, on va s'intéresser aux collectionneurs. On sait qu'il y a des missionnaires, des diplomates, des marchands, des scientifiques, etc. Mais comment est-ce qu'ils collectaient? Pourquoi est-ce qu'ils collectaient? Est-ce qu'on collectionnait de la même manière à Genève qu'à Bâle, qu'à Paris, qu'à Berlin? Donc, on va vraiment faire une démarche de recherche dans ce domaine-là. Et le résultat de tous ces travaux, il va constituer la base de la nouvelle présentation de la collection permanente. Un autre projet, en revanche, est beaucoup plus spécifique et va porter sur les collections qui sont vraiment problématiques. C'est-à-dire les collections qui, aujourd'hui, sont contestées dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'à Genève, quelqu'un est venu frapper à la porte en disant « on n'est pas d'accord que cet objet se trouve là », mais on a des objets semblables à ce qu'on peut trouver ailleurs qui potentiellement seraient problématiques. Dans l'expo de l'année passée, par exemple, on avait un sabre votif qui provient d'un mausolée de Kérouan, en Tunisie, qui a été pillé très vraisemblablement à la chute de Kérouan en 1881, pillé par l'armée française. Alors, on n'est pas dans un rapport d'ancienne colonie, ancienne colonisée, mais est-ce que ces gens sont au courant du fait que ce sabre se trouve là? Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Eh bien, pour prendre un autre exemple, les collections amazoniennes ou les collections précolombiennes
souffrent de documentation qui permettent de dire qu'ils ont été exportés licitement de leur pays d'origine. Eh bien, on s'engage à lister en fait ces collections dont on sait qu'elles ont été problématiques au moment de leur acquisition, et on s'engage dans 3/4 des cas, sur 2 ans, à entrer en contact avec des porteurs de culture, avec des musées, avec des institutions, avec des États, peu importe, mais entrer en dialogue avec des gens qui sont intéressés par ces questions. Après, il y a des projets beaucoup plus créatifs et différents, par exemple, et dans une logique de réseau qui rassemble divers musées européens qui ont des collections semblables, d'organiser l'accueil d'artistes ou de créateurs et de créatrices qui sont liés de par leur culture à certains objets et les inviter à travailler sur ces collections et à produire des objets, soit des facsimilés, soit des objets qui sont dérivés et reproduits. Donc travailler avec vraiment les créateurs autour de collections. Donc il y a beaucoup de projets de ce type qui vont vraiment faire la matière de l'ensemble de l'activité, qui se décline dans différents volets, de publication, d'engagement numérique avec le public, d'ateliers, d'expositions, etc. Vous avez peut-être vu dans la programmation de ces derniers mois, tous les premiers dimanches du mois, on reçoit des artisans du Tyrol qui fabriquent avec le public des Glöckerkapp. C'est une espèce de grande coiffe qu'on porte en procession au Tyrol. Et il y en a une qui se trouve en exposition actuellement dans la Fabrique des Contes. Et bien là, typiquement, donc, on a fait l'acquisition de cette coiffe, on la présente, c'est bien, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin, établir un lien entre ces porteurs de culture et les publics? Et bien tous les premiers dimanches du mois, ils viennent ici, ils ont des ateliers, ils construisent de tels objets, et puis cette même coiffe qui est dans l'exposition, on va la sortir le 6 décembre, et si le temps le permet, et elle va parader avec les porteurs de culture à l'occasion de la parade du Père Fouettard ici à la Jonction. Donc voilà, mais je vais m'arrêter là pour la présentation. Donc vous aurez cette brève présentation, vous aurez le plan stratégique lui-même qui développe toute la théorie, tout l'engagement du musée. Et pour ce qui est de l'aspect pratique et des projets, ça c'est dans les mois qui viennent. Il y aura une communication assez soutenue qui vous présenteront le lancement et la mise en œuvre de tous ces projets. Alors je vous remercie et puis on peut passer, je pense, aux questions.